Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, nous sommes de retour sur la chaîne pour parler d'un des plus grands clubs du monde, j'ai nommé Manchester United. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Merci mon gars. Nous sommes face à un monument en péril, on va pas se le cacher. Et je me suis dit que là, il fallait faire un gros podcast sur cette équipe. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Donc on va regarder, on va zoomer sur ce club, sur sa situation actuelle, les ambitions. Cette année, avec la nomination à l'hiver dernier de Ruben Amorim, on va parler du système de jeu, de la tactique, du mercato, des joueurs qui ont été mal recrutés les saisons dernières, ce qui a été bien géré et surtout ce qui a été mal géré. Si tu suis un peu le foot depuis quelques années, tu te doutes bien qu'il y a pas mal de choses qui ont été mal gérées. On va parler de l'héritage de Ferguson. Quels sont les objectifs légitimes cette saison dans un championnat très dense et très relevé, puisque c'est ces 7 saisons où on va vraiment pouvoir juger Amorim après 6 mois. C'est compliqué. Là, il a tout son staff, il a choisi ses joueurs, il va pouvoir appliquer ses principes, il va pouvoir travailler sur la durée, d'autant plus que Manchester United ne jouera pas l'Europe cette année. Comme d'habitude, on va diviser le podcast en plusieurs petites parties. Les amis, c'est parti, let's go! Quelques mots sur la situation actuelle de Manchester United. On va faire un bref rappel historique depuis une dizaine d'années. Parce que j'entends tous les ans que c'est une année de reconstruction, c'est une année de transition. C'est un peu vrai, il y a plein d'entraîneurs qui se sont succédés, Mourinho, Ten Hag, Rangnick, et aucun n'a trouvé les clés du camion, aussi bien dans les résultats que dans l'identité de jeu. C'est quelque chose de très important. Moi, j'ai connu le Manchester de Ferguson, et sous Alex Ferguson, il y avait une véritable identité de jeu, dans le sens où tu avais un 4-4-2 qui utilisait la largeur, avec des joueurs physiques qui se battaient sur tous les ballons, les seconds ballons. Je pense à Roy Keane, il y avait des frappes de loin, il y avait beaucoup de centres de Beckham et Giggs, des latéraux qui montaient. Je pense à Irvine, des buts de la tête, une influence aussi sur les coups de pied arrêtés avec des buts de Cole et York. Donc il y avait un style globalement défini. Et aussi Manchester à cette époque-là, quand ils gagnent la Champions League 99-2000, rappelez-vous, les Nicky Butt, les Paul Scholes, les frères Neville, les Ryan Giggs, toutes ces trouvailles-là, c'est tous des joueurs qui ont été formés au club. Ça n'existe plus dans le Manchester moderne. On achète à coups de millions. Le dernier qui a le niveau qui a été formé récemment, je pense que c'est Kobe Mainoo, le milieu de terrain. Donc au niveau des résultats, quand tu t'appelles Manchester United, là, j'ai mis regarder leur dernier classement depuis 2012, depuis le dernier titre. 7e, 5e, 2e, 6e et surtout la dernière année, c'est catastrophique. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un glissement vers le bas. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, je voyais Manchester United dans les années 90, début des années 2000. Tu t'appelles United, tu joues la Ligue des Champions tous les ans, tu joues le top 2 en Angleterre, tu joues pour le titre. Et là, Manchester a joué plusieurs fois la Coupe UEFA. Quand tu t'appelles Manchester United, c'est pas possible en fait. Ils en ont quand même gagné une avec José Mourinho, une FA Cup avec Ten Hag, je crois. C'est tout. Il faut savoir qu'on parle quand même d'un des plus grands clubs du monde. United, c'est, si je dis pas de bêtises, 3 Ligues des Champions, une Ligue Europa et 20 championnats. Donc on est sur un club gigantesque qui doit cette année impérativement retrouver son lustre d'antan. Alors n'oublie pas de t'abonner mon gars. Bien évidemment, la question à 100 €, à 100 balles, est-ce que Ruben Amorim va arriver à redorer le blason du club après ce petit rappel historique? Il faut savoir que l'héritage de Ferguson, comme ça, c'est très très dur à gérer. Tout ce qui s'est passé, globalement, les gros entraîneurs, les entraîneurs ont été virés à chaque fois. C'est quand même, on va regarder sur les stats, que c'est Mourinho qui avait le taux de réussite le plus élevé. Les recrutements n'ont pas été réussis. David Moyes, qui avait été choisi par Ferguson, n'a pas eu le temps de travailler. Il y a eu beaucoup de flops. La politique du club a complètement changé. On a pris des stars au lieu de former. L'héritage de Ferguson a peut-être été trop lourd. C'est unique, c'est historique ce qu'a fait Ferguson dans le club, la longévité. Ferguson, c'était quelqu'un qui avait une vision du club qui était peut-être un peu autoritaire, on va dire, par certains aspects, mais qui était omniprésent. Il aimait bien ces jeunes joueurs, il était très charismatique, il gérait le recrutement, la tactique. C'est quelqu'un qui avait une vision. Vraiment, il n'était pas là pour faire du pognon, même si oui, il fallait être rentable, bien sûr, quand tu as un club de ce niveau, oui. C'est quelqu'un qui avait une vraie identité. Et là, United est en train de perdre son identité, de perdre son style. Voilà, c'était pour faire court. On va maintenant pouvoir parler de Ruben Amorim plus en détail. Alors déjà, on va parler un peu des premiers 6 mois de Ruben Amorim. Ruben Amorim, il est arrivé à l'hiver. On va parler des points faibles de cette équipe.
Forcément, tu as fini 15e du dernier championnat, tu vas avoir plein de points faibles, il va y avoir pas mal de choses à commenter. Ce que je voulais commenter, déjà en premier, c'est le manque de caractère, le manque de leader de cette équipe. Il faut regarder la compo de la finale de la C3 par exemple. Dites-moi où vous voyez un leader dans cette équipe. Ok, c'est simple, il n'y en a pas. Voilà, donc comme je disais, il y a un manque de leader flagrant. Il y a des joueurs qui sont venus en fin de cycle, on va dire, qui étaient des bons joueurs. Pourtant, je pense à Casemiro. Je pense à Onana, qui étaient des bons joueurs. Mais quand ils arrivent à Manchester United, tu as l'impression qu'ils deviennent nuls, quoi. Voilà, donc cette compo manquait clairement de leader. Il y a des gens qui sont venus... clairement, pour les salaires anglais, reprenons un peu l'équipe des années 90-2000. Il y avait énormément de caractère. Je vais mettre des images d'anciens joueurs, vous allez voir. Années 90 avec Kanto. Après, il y a eu la génération après avec, à cheval sur les deux, avec Roy Keane, Peter Schmeichel, gardien du Danemark. L'équipe des années 2000-2008, il y avait Ferdinand, Vidic, Tevez, Evra. Donc là, les joueurs de caractère et les joueurs formés au club, c'est deux choses très importantes que United a perdues ces dernières années. Et ça, c'est un élément structurel qui a confirmé le déclin de Manchester United. Le club devient de moins en moins attractif. On l'a vu avec Gyökeres. Gyökeres, il ne voulait pas. Il a voulu aller à Arsenal. Les joueurs, ils vont d'abord à Liverpool, ils vont à Chelsea, ils vont à Arsenal, ils vont à City. Donc United est obligé de surpayer des joueurs très moyens, on va dire, pour pas être méchant, ou irréguliers. Je pense à des joueurs comme Anthony, Maguire, des sommes folles, parce qu'ils ont la chance d'avoir un gros actionnaire qui peut mettre les sous comme ça, mais d'autres clubs feraient ça, ils seraient sur la paille, quoi. Donc voilà, les joueurs, ils arrivent sur Manchester United, ils changent de cadre, ils arrivent dans une équipe qui tourne mal, ils se cassent les dents. Voilà, je pense à Onana qui était excellent à l'Inter, acheté 50 millions d'euros, je sais pas comment expliquer les trous mentalement qu'il a eu, des sorties ratées, des relances ratées, c'est plus le même joueur, voilà. Je vais parler de quelque chose qui me fait vraiment très peur depuis des semaines, à chaque fois je le dis sur Manchester United, cette défense m'inquiète énormément. Là, concernant Onana, je pense que le club n'en veut plus. C'est ce que je viens de lire un peu dans la presse anglaise. Il ne fait pas le stage de pré-saison avec l'équipe. Ok, on va parler de cette défense de United. Vous allez me dire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci. Je vais parler un peu de cette défense à 3. Pour moi, c'est vraiment une défense faible. C'est une défense qui est inquiétante. On va faire joueur par joueur. Bon, on en a parlé. Ok, on va faire les 3 centraux. Lenny Yoro. C'est un bon joueur. Il a eu une grave blessure l'an dernier. Il revient pas mal là, en fin de saison. Il a fait des bons matchs. Bon, on va le juger cette année. Il a une grave blessure. Il a 19 ans, 18-19 ans. Il est très très jeune. C'est un joueur qui a un gros potentiel, on le sait. Il revient assez bien sur la fin de saison dernière. Donc, on va le garder. Pourquoi pas. Maguire, je peux pas. Vous allez en Championship, vous trouvez le même joueur pour 3 fois moins cher. 87 millions d'euros. 246 matchs avec United. Il n'y a pas mieux, moins cher. Je pense que tu mets un jeune du centre de formation, il est meilleur. Maguire ne sait pas se retourner, même au jeu de tête, malgré son gros gabarit, il n'est pas terrible. Le marquage, c'est compliqué, il ne sait pas gérer à la profondeur, il met 20 minutes à se retourner, le mec, c'est une caravane. Je comprends pas pourquoi ils jouent à chaque fois. En fait, je pense qu'ils ont que ça. C'est là qu'on se rend compte aussi du déclin de l'international, du poste des très grands défenseurs. Il y en a de moins en moins. Mais un joueur comme Maguire ne doit pas être titulaire dans une équipe comme Manchester United. Dans un grand United, un Maguire ne joue pas. Il est sur le banc, il est remplaçant. Il est même remplaçant du remplaçant, j'ai envie de dire. De Ligt. Bon, c'est déjà un calibre de joueur au-dessus de Ligt. De Ligt, c'est déjà un meilleur joueur. International hollandais, formé à l'Ajax, il est passé au Bayern, il est passé à la Juve. C'est déjà un joueur qui a plus de palmarès, qui a plus d'expérience, plus de références dans les gros matchs. Mais pour moi, il n'a jamais vraiment retrouvé son niveau de l'Ajax. Ils ne l'ont pas gardé au Bayern, à la Juve. Donc ça reste un bon défenseur, oui, mais c'est pas non plus... on sait que les joueurs qui sortent de l'Ajax ont souvent du mal à s'imposer ailleurs. Et puis sur les côtés, Mazraoui, Dalot, j'ai envie de les mettre un peu dans le même sac. C'est plutôt des bons contre-attaquants. C'est assez technique, mais défensivement, on a un contre un pour couvrir les côtés.
c'est pas toujours bien synchronisé avec le milieu et la défense. Donc je pense que Manchester doit au moins recruter un défenseur central, peut-être même un deuxième, réorganiser tout ça pour créer des automatismes. Après, il y a quoi encore derrière? Il y a le malheureux Luke Shaw. Luke Shaw, c'est pas un mauvais joueur, hein, le latéral, mais c'est pareil, il a déjà une trentaine d'années. Il a failli avoir une jambe amputée, il a eu une blessure extrêmement grave. Il est revenu déjà à un bon niveau, c'est bien pour lui, mais bon, grand respect à lui pour sa carrière, mais c'est pas avec Luke Shaw que tu vas aller loin en championnat. Et j'ai pas parlé de Martinez puisqu'il a eu une grosse blessure. Voilà, donc cette défense n'est simplement pas au niveau, que ce soit individuellement ou collectivement. Voilà, on est quand même très 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 loin des Ferdinand et des Vidic, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui ont connu ça, mais là on en est extrêmement loin, hein. Donc cette défense, c'est clairement un énorme chantier. Il faut savoir que Amorim joue en 3-5-2 ou 3-4-3, ça dépend comment tu vois la chose. Il faut 3 centraux très costauds avec une communication parfaite. Je ne cesse de le répéter, mais la défense à 3, c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est un système qui va te permettre d'être plus caméléon, d'avoir un +1 au milieu, mais c'est assez difficile. Il faut des joueurs qui ont un gros QI foot pour pouvoir jouer à ça. Donc on est loin de la belle époque. On va remonter un peu le milieu de terrain. Le seul joueur sur lequel tu as des certitudes au milieu de terrain, ça va être Fernandez, j'ai envie de dire. C'est un bon joueur, il a une bonne technique, il tire bien les coups francs, il a une bonne frappe. Voilà. Alors après, c'est pareil. Casemiro, c'est plus le Casemiro du Real. Il n'est pas si vieux que ça, Casemiro, en plus, je pense. Mais là, l'année dernière, c'était compliqué pour lui. Avec Son, ça va partir. Le joueur que j'aimais bien, moi, c'était McTominay. Joueur qui jouait juste vers l'avant, qui se projetait, qui marquait pas mal de buts. Bon, McTominay, il a vite compris le bourbier dans lequel il était. Il s'est barré au Napoli, il a bien eu raison. Et voilà. Et devant sur l'effectif, t'as Højlund, le pauvre qui est venu de l'Atalanta pour une grosse somme. Lui, il fait un peu ce qu'il peut, il bouge un peu avec Zirkzee, mais l'entente n'est pas parfaite et ils n'ont pas des masses de ballons. Donc, c'est pas un neuf pour moi, Højlund, c'est un attaquant de soutien. C'est pareil, même Zirkzee, c'est même pas non plus un neuf. J'ai envie de te dire que t'as même pas de vrai neuf. Donc ils ont des rôles un peu ingrats. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur l'effectif actuel de United, qui est quand même un effectif moyen plus, hein. C'est pas moi je vois l'équipe de l'année dernière, là je reprends la compo de la C3 contre Tottenham où ils perdent. Ça me fait pas rêver, hein. Franchement, on va parler un peu de ce mercato, donc la suite logique. Donc n'oublie pas de t'abonner, mon gars, si le podcast te plaît. Un grand merci à vous. On va parler du mercato avec Cunha. Première signature très intéressante pour United. C'est un joueur très 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 technique, électro-libre, qui peut jouer un peu attaquant de soutien, qui peut marquer des buts, qui peut jouer un peu côté gauche. Il a des très bonnes stats. C'est un joueur très intelligent qui se déplace. C'est vraiment une bonne recrue, lui. Cunha, vraiment, il était bon depuis plusieurs années. Il a encore progressé cette année. Je crois qu'il a mis 15 buts en PL avec Wolverhampton, quelque chose comme ça. C'est très bien. Vous allez me dire, oui, ils l'ont payé cher, mais bon, c'est le tarif, quoi. C'est le tarif pour les joueurs anglais. Si tu as des ambitions, voilà, il faut recruter des joueurs comme ça. Deuxième joueur qui ont fait à United, c'est Bryan Mbeumo, qu'on connaît bien puisqu'il a joué en France. Encore une fois, un très gros prix pour l'international camerounais, 80 millions d'euros. Excellent joueur régulier avec des stats, qui connaît le championnat, qui ont des références. Oui, c'est cher, mais bon, c'est deux joueurs qui connaissent le championnat, qui devraient plutôt bien vite s'intégrer. Donc, Amorim a dit que Mbeumo doit encore progresser, mais il va être très important pour Manchester United. Donc, United est en train de se refaire un vrai potentiel offensif. On disait depuis quelques années, justement, je le disais avant, qu'il leur manquait un numéro 9. Eh bien, c'est chose faite puisqu'ils ont recruté Benjamin Sesko. Vrai neuf, ça c'est très bien aussi. Pareil, un gros chèque, hein, je ne sais plus c'est combien dans les 80. Joueur mobile qui met énormément de buts, joueur technique qui se déplace bien, qui a un bon jeu de tête, joueur assez complet, encore jeune donc. Il a déjà mis pas mal de buts en Champions League. Ça peut être l'attaquant qui va faire passer un step à United. C'est peut-être pas le plus grand neuf du monde de tous les temps, mais maintenant, au moins lui, c'est un vrai neuf. Maintenant, il faut voir comment il va être servi dans le système de jeu d'Amorim. Souvent, qui est un 3-5-2 un peu caméléon, comme j'ai déjà dit, mais il peut avoir plusieurs configurations.
Voilà. Et aussi, ils ont recruté, je pense que lui, c'est un prospect, clairement, le latéral gauche paraguayen Diego Leone. Alors lui, c'est un latéral gauche de 18 ans. Autant Sesco, Cunha, Bemo, je ne vais pas y passer la nuit parce que c'est des joueurs que vous connaissez un peu tous. Si vous suivez le Mercato et l'APL, on les connaît, hein, ces joueurs-là. Lui, je ne le connais pas trop. J'avoue que c'est un Paraguayen, 18 ans. Je pense qu'il vient pour jouer dans la rotation. Ou peut-être je me trompe, peut-être il va être très fort, il va être titulaire. Je ne sais pas, là, le championnat, les U18 du Paraguay, honnêtement, je vais pas inventer des trucs, je le connais pas. Donc on voit que l'animation offensive a été totalement, on voit que l'animation offensive a été totalement refaite. Donc ça c'est bien, on va parler après dans le podcast comment ça va s'organiser. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des grosses carences dans cet effectif au niveau de l'animation, de la récupération du gardien, de la défense. Il y a des rumeurs sur Donnarumma à United. Il serait peut-être entre Chelsea et United. Bon, je pense que United doit encore retrouver un central et un milieu défensif pour compléter ce mercato. Peut-être un joueur de côté aussi. J'en ai déjà parlé. Donc c'est quelque chose à suivre. Il leur faut pour moi un central, quoi. C'est impératif. C'est impératif, quoi. Pour moi, tu peux pas rester avec Maguire. Enfin, je veux pas être méchant, j'ai rien contre lui, quoi, mais il peut jouer en PL, pourquoi pas, mais pas United, quoi. Voilà, vous allez me dire que je boucle avec lui, mais regardez ses matchs, à chaque fois que je le vois, enfin, on dirait moi quand je jouais, quoi. Ok, je te remercie de suivre ce podcast et partage la chaîne à tes amis. On va regarder une composition d'équipe hypothétique avec ces nouveaux transferts. Déjà, je te remercie si tu es toujours là et je t'invite à partager la chaîne. Et n'oublie pas, tu peux aussi me donner ton avis dans les commentaires sur cette compo de Manchester United que je vais mettre là. L'équipe qu'on va avoir probablement cette année, bon, j'ai mis recrue sur certains joueurs puisque le mercato n'est pas terminé. Là, au moment où j'enregistre le podcast, donc tu vois, compo classique en 3-4-3, en 3-5-2, 3-6-1 même, certains disent, ça dépend comment tu qualifies les joueurs offensifs. Donc on a ces trois recrues offensives, Cunha, Sesco et Bemo qui vont jouer. Oui, à ce prix-là, ils vont jouer, c'est certain. Maintenant, comment ça va s'articuler? Comme je disais avant, tu as la certitude avec Fernandez au milieu d'avoir des bons ballons, mais il peut aussi faire des incursions dans le jeu. Il peut être un peu ce troisième homme au milieu de terrain dans le système de jeu qui va amener le surnombre dans le système de jeu d'Amorim, pourquoi pas. C'est ce qu'on sait qu'il est très bon de la tête, il y a une vraie présence athlétique, donc il va pouvoir jouer en remise sur Cunha qui va venir, qui va rentrer intérieur, je pense. Et Sesco va aussi pouvoir profiter du jeu long de Fernandez. Et aussi, il va avoir le côté droit, va être très intéressant aussi, je pense, cette année à United avec Bemo et Diallo, qui sont deux joueurs percutants, techniques et décisifs. Donc ça, c'est ce que je pense un peu ce qui va se passer pour la compo et l'animation offensive. Donc bon là, Manchester United a réussi à se débarrasser de Sancho. On parle aussi de Højlund qui va partir. Ils ont réussi à prêter Rashford à United. Amorim m'a dit qu'il voulait des joueurs impliqués, des joueurs concernés. Il est très exigeant, il veut du professionnalisme. Sesco, il a un profil intéressant, je pense. Je pense que c'est ce qu'il faut. Il a une présence. Il fait aussi des passes D, donc il participe au jeu. Et ça, c'est bien. Parce que Manchester United a besoin aussi de retrouver un certain fond de jeu, j'ai envie de dire. Hein. Un peu bête ce que je vais dire, mais quelque part, quand tu aimes bien le foot, les résultats et tout, c'est bien. Mais de temps en temps, un peu de beau football, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, l'animation offensive, on en a parlé avec Cunha qui peut jouer aussi un peu second attaquant. Donc c'est talentueux, mais ces trois nouveaux joueurs, il va falloir leur laisser un peu de temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Hein, donc on verra à partir du mois de octobre, novembre, décembre, allez, au bout de 3-4 mois, s'ils commencent à se goupiller. Aussi, ce qui va être important, c'est tes joueurs de côté, leur travail défensif. Je pense à Diallo et Dorgu, qui vont aussi avoir leur rôle à jouer et qui vont devoir respecter les consignes d'Amorim. Je pense que là, ça va pas rigoler là. Ça va pas rigoler là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai encore une fois, j'ai regardé, je suis allé chercher un peu de data sur Onana.
Et vous allez voir que Onana, c'est un des pires gardiens de l'histoire de Manchester. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'était pas juste des retweets pour se moquer de lui. C'est un gardien qui a fait plein d'erreurs, qui n'est pas présent dans les grands matchs. Ça, on va mettre un peu de stats. Normalement, un bon gardien, il te fait gagner des points dans les matchs décisifs. Quand il y a 2 arrêts à faire, il fait les 2 arrêts. Lui, il les fait pas, il te fait perdre des points. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre sur la data. Donc, on voyait sur l'échelle, on est reparti loin. Il y a Van der Sar, tout ça. Vous allez me dire, ok, peut-être s'il avait des meilleurs centraux, il prendrait moins de buts. Oui, bien sûr. Maintenant, les boulettes qu'il fait aussi, des fois, il y a des buts qui sont pour lui, clairement, quoi. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Tout ça pour dire que si United, tu sais signer Donnarumma, signe-le, en fait. Lui ou un autre, hein, je sais pas, je suis pas un recruteur de gardien, mais si tu sais faire un défenseur central, un milieu, un mec qui sait un peu jouer sur le côté, un gardien, encore 2-3 joueurs, oui, ça va faire un gros mercato, mais fais-le, en fait. Parce que là, cette année va être tranquille vu que tu ne joues pas l'Europe, donc tu vas pouvoir avoir le temps de travailler. Alors Amorim est connu pour avoir son système en 3-5-2, 3-6-1. Comment joue Amorim? C'est un système de jeu flexible. Il a une équipe qui s'adapte à son adversaire, à ses joueurs. C'est une équipe un peu caméléon qui aime bien avoir le ballon, qui presse beaucoup au milieu de terrain. Et il y a ce concept de triangle au milieu de terrain. Il y a le troisième homme qui monte dans le milieu, ce qui permet de créer des triangles offensifs, de créer des trous dans les défenses adverses. Je pense qu'il le faisait déjà ça au Sporting. Donc ça, c'est ce qu'il a essayé de mettre en place à Manchester United sur 6 mois, mais on ne va pas le juger sur ses 6 premiers mois parce que bon, il est arrivé à l'hiver et il n'a pas encore eu toutes les recrues qu'il voulait. Donc on a déjà vu un petit mieux dans le jeu d'Amorim, c'est là tu prends un peu moins de buts parce que je me souviens d'un match où ils prennent 3-0 contre Bournemouth. Voilà, c'était n'importe quoi. Bon, j'ai pas regardé tous les matchs, mais il y a quand même eu déjà des petits progrès au niveau du mental. Manchester United a réussi à recoller à l'adversaire, je pense au match contre Lyon, et a pris un peu moins de buts sur la partie où Amorim était là. Vous allez me dire, c'est pas extraordinaire encore, hein, mais bon, il a fait ce qu'il a pu, il est resté 6 mois, donc c'est là que je disais, c'est vraiment cette saison-ci, on va le juger. Et le problème de ce Manchester United, c'est que si vous regardez bien, on a l'impression que l'équipe est coupée en deux. Il manque ce joueur qui peut faire le relais entre l'attaque et la défense. Et moi, je pense que ce joueur, s'il est bien entouré, ça peut être Mainoo ou ça peut être une recrue s'il change un peu de système. Ça m'a choqué. Voilà, c'est des petits points positifs qu'il a quand même réussi à mettre en place. Bon, après, bien sûr, offensivement, c'est compliqué parce que le système de jeu manque un peu de talent devant et tu n'avais pas de vrai neuf. Donc là, il va devoir inculquer ce pressing, cette flexibilité sur la durée et pour varier les attaques comme il aime bien faire. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs mois, hein, mais comme il était déjà là depuis 6 mois, maintenant on va voir comment il va faire ça avec les nouvelles recrues. Et ça, c'est des choses que tu devrais voir au bout de 3-4 mois. Hein. Donc ce style de jeu un peu avec le plus 1 au milieu de terrain. Une solidité défensive retrouvée, une vraie cohérence dans les transitions du pressing, un lien entre l'attaque et la défense et un peu plus de fond de jeu aussi, quelque part, quoi. Parce que c'était quand même bien ce qu'il a fait au Sporting, il les a qualifiés en Champions League, il a gagné le championnat, c'est une équipe qui jouait. Je pense que Mainoo peut devenir un homme clé de Amorim. Il est jeune en plus, il a été formé au club, il est future-proof encore, ça peut être vraiment le fer de lance de ce nouveau Manchester United. Faut bien l'entourer à Mainoo, mais je pense qu'il a un énorme potentiel. De toute façon, tu ne pourras pas faire pire. Hein. Là, United, ils ont fini 15e. Comme je l'ai dit au début du podcast, c'est interdit. Moi, j'ai connu United dans les années 90, les années 2000. C'était demi-finale, quart de finale de Ligue des Champions minimum, et ça jouait le titre en Angleterre tous les ans, quoi. Donc notre ami Amorim va avoir du travail. Il le sait qu'il a énormément de travail, mais il va avoir aussi le temps et de l'argent pour lui. Donc voilà, on va voir le rôle de Mainoo. Et le joueur qui faisait ça au Sporting, dans son petit triangle au milieu, le joueur qui se projetait vers l'avant, qui allait faire des décalages au milieu de terrain, dans l'axe, je crois que c'était Bragança au Sporting. Je suis plus sûr. Je crois que c'était lui. Bon, les spécialistes du foot portugais, vous allez me le dire dans les commentaires si c'est lui. C'était lui qui faisait un peu le plus 1 au milieu de terrain et qui amenait le surnombre. Donc à voir s'il peut reproduire ça à United. De toute façon, ça pourra pas être pire que les années précédentes, quoi.
Voilà. Ça, c'était globalement le style de jeu de Ruben Amorim. Et il nous reste 2 petites parties à faire sur ce podcast. Donc, on va les faire ensemble. Quels sont les objectifs de Manchester United cette saison ? Je pense que l'objectif raisonnable de Manchester, c'est de faire un top 5. On sait que cette année, il y a 6 clubs qualifiés en Champions League en Angleterre, puisque Tottenham a gagné la C3. Je pense que le but de United, c'est de finir un top 5 et de se qualifier pour la Champions League dans les objectifs. Retrouver une solidité défensive avec un vrai gardien, concéder moins de buts, avoir un peu de fond de jeu et d'arrêter de prendre des buts dignes d'un bêtisier, et d'avoir un peu de fond de jeu et de redorer le blason du club, refaire kiffer les supporters, parce que là, le niveau de jeu affiché par Manchester United et la défense, le niveau catastrophique affiché par la défense, c'est juste pas possible, ça je l'ai déjà dit. Alors pourquoi le championnat anglais l'année prochaine, la Première Ligue, elle va être extrêmement relevée et attrayante, elle va être très très sexy. Tu vas avoir un Manchester City revanchard avec la fierté de Guardiola, Arsenal qui s'est bien renforcé avec Gyökeres, toujours une équipe bien rodée avec Arteta, c'était performant en Europe. Tu vas avoir un Chelsea avec un effectif pléthorique, un bon entraîneur, Maresca, avec des Palmer, des Gittens, des Fernandes, un Liverpool de slot qui a fait un mercato de fou furieux avec étiqueté Wirtz, Kerkez aussi, donc un gros Liverpool. Donc là, je pense qu'à l'instant T, ces 4 équipes sont plus fortes. Chelsea, Liverpool, Arsenal, City, à l'instant T, sont plus fortes que United. Maintenant, United, pour moi, cette année, ils vont être à la lutte pour la 5e place qualificative en Ligue des Champions. Tu vas être à la lutte avec Aston Villa, Newcastle, peut-être Forest, peut-être Brighton, ça dépend. Voilà. Sachant qu'Aston Villa reste toujours un bel effectif et Nottingham Forest aussi, ça joue pas mal. C'est une équipe qui produit du jeu. Maintenant, tu joues qu'un match par semaine, 2 peut-être avec la Cup, mais tu n'as pas de Coupe d'Europe à jouer. Tu as un entraîneur qui va avoir le temps de travailler. Donc, si tu me dis cette année, Manchester va finir 4 ou 5, je te dis pourquoi pas. 4, j'y crois pas trop. À moins qu'il y ait un des gros qui fasse une glissade, comme cette année City un peu, mais en Première Ligue, c'est vu la quantité et la qualité des effectifs, ça arrive assez rarement, les accidents industriels en PL. Maintenant, je pense que oui, United peut finir 5e. Clairement, oui. 4e, au-dessus du 4e, dans les 3 premiers, j'y crois pas. Entre 4, 5 et 6, oui, je pense, oui. L'objectif, c'est de te requalifier en Ligue des Champions. Et ça, je pense qu'Amorim peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais oui, top 4, 5, 6, oui, je pense oui. Top 3, peut-être pas, parce que vraiment, les 4 qu'on a cités sont vraiment des mastodontes. Mais déjà, tu reviens top 5. Tu arrives à gommer un peu l'aspect... je suis désolé, cette année à United, il y a eu un aspect ridicule, il y a eu un aspect Benny, il y a eu un aspect Mr Bean, quoi. C'est la honte. Vous regardez les couvertures des magazines anglais sur le foot, c'était tous des trucs du style shame, la honte, enfin tous des trucs comme ça, quoi. Tout le monde se moquait d'United, quoi. Et ça n'est juste pas possible. On va parler un peu sur la dernière partie du podcast de Jim Ratcliffe et de sa stratégie pour Manchester United. Je tiens à te remercier si tu es toujours présent sur ce long podcast. Je pense que c'est le podcast le plus long de la chaîne. Mais comme je te disais au début du podcast, ça fait des semaines que j'y pense. Donc j'ai pensé à beaucoup de choses. On va parler un peu du board, des personnes qui dirigent le club, des investissements et de la stratégie de Ratcliffe et d'Ineos. Ratcliffe possède désormais 25% des parts de United via la société Ineos. Ineos, c'est une société de chimie. Ils ont racheté leur part à la famille Glazer, qui est très 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 impopulaire en Angleterre. Alors au début, les Glazers voulaient pas, machin. Ratcliffe, il a dit je rachète pas, machin. Et il a acheté une partie, il a acheté l'OGC Nice. Donc, c'est assez bizarre, hein. Faute de grive, on mange des merles, hein. Et on a vite compris que l'OGC Nice, maintenant, c'était pas sa priorité, hein. Il suffit de regarder le mercato de l'OGC Nice. Ça vend, en matière de foot, ça vend, mais sur les différents secteurs, c'est pas toujours ça, hein. On a l'impression qu'on fait un peu mumuse. Faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui travaillent là. Je pense à Manchester United, où ils ont viré pas mal de salariés et ils ont supprimé pas mal de petits privilèges pour les salariés.
Mon point de vue, c'est quoi? C'est que Ineos, Radcliffe, tu ne peux pas gagner deux guerres en même temps. Là, l'OGC Nice est laissé tomber de côté et ta politique de gros transferts depuis l'année dernière, des Maguire, des Sancho, des Anthony, des joueurs recrutés à 80 millions, ça va pas forcément marcher. Maintenant, on va voir si cette année ça va marcher. Ils ont réussi quand même à se débarrasser de quelques joueurs. Ils ont réussi à se faire prêter à prêter aussi Rashford, qui n'était pas assez impliqué selon Amorim. Voilà. Sur la stratégie de Manchester, c'est pas terrible. Là. Ils sont toujours assez impopulaires. Ils veulent économiser de l'argent, mais d'un côté, ils virent des salariés, ils virent des primes, ils virent des primes de repas aux salariés, et en même temps, ils font des mercatos à plus de 200 millions à chaque fois. Et Amorim, il paye 10 millions d'euros. Ils payent des indemnités de licenciement à des joueurs, à des directeurs sportifs. Je pense à Ashworth, pardon. Qui était l'ancien DS de Newcastle il y a 2 ans, il est resté 6 mois, il est reparti. Là, ils ont pris Jason Wilcox en tant que directeur sportif du football, en tant que directeur du football, pardon. On va bien voir ce qu'il va faire cette année. Donc c'est une stratégie un peu bizarre parce qu'on essaie de faire des économies de bout de ficelle là et c'est un peu bizarre quoi. Donc Manchester n'est plus un club attrayant. On l'a vu avec Gyökeres et Isaac qui n'ont pas voulu venir en tant que neuf. T'es toujours un peu obligé de surpayer les joueurs. T'arrives à recruter des joueurs, mais c'est pas encore forcément des top. Ils ont pris des jeunes cette année, des joueurs un peu plus jeunes. Cunha, Bembo et Sesko, c'est des joueurs qui ne dépassent pas les 25-26 ans, donc ça c'est quand même pas mal. Moi j'espère qu'ils vont relancer la formation, parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour United, avec ce nouvel effectif, avec des joueurs impliqués, sans Coupe d'Europe cette année. Donc là il faut savoir aussi que United, je vais mettre des photos, vient de dépenser 50 millions de livres pour un nouveau centre d'entraînement. Ils veulent que ça les aide à développer la culture du club, à renforcer les liens entre les joueurs et les équipes de jeunes. On va surveiller ça cette année. Bon, à 50 millions de livres, t'as un bel outil de travail, j'espère. Voilà, le prix des places va encore augmenter cette année. Ils ont supprimé des emplois. Donc on a M. Radcliffe qui est un milliardaire qui cherche à faire des économies de bout de ficelle. Et oui, comme je vous disais avant, je ne suis pas économiste, mais c'est un peu bizarre, quoi. Voilà, donc on va suivre ça cette année. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast, les amis, et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye!